vécu la plupart de ma vie à Paris, et puis je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'il y avait des valeurs qui étaient plus en phase avec ce que j'attendais. Et puis, on a entendu parler de la permaculture. Et moi, je pensais au début que c'était une culture qui était plutôt écologique uniquement. Donc j'ai regardé un petit peu sur Internet et j'ai pas trouvé de définition claire, quoi, parce que c'est quelque chose qui est assez vaste. Donc je me suis dit, bah super, voilà, je vais apprendre à faire un potager correctement, avec des bonnes techniques, tout ça, des associations de légumes, etc. Et puis au bout d'un ou deux jours, je me suis rendu compte que c'était un projet de vie qui est complètement différent. Et là, je me rends compte qu'on peut vivre avec beaucoup moins d'argent, beaucoup moins de ressources financières, si on arrive à utiliser les ressources que la nature nous donne. Toutes les cultures anciennes qui ont disparu sur Terre ont à un moment ou à un autre épuisé leurs ressources. Et c'est choquant de voir parfois le manque de vision qu'il y avait dans ces populations jusqu'au dernier moment. On peut penser à l'île de Pâques, par exemple. Les derniers édifices qui ont été construits sur l'île de Pâques, c'était des statues. Et les dernières statues ont été ornementées avec des chapeaux qui pesaient plusieurs tonnes de rochers rouges qu'il fallait monter avec des structures en bois. Et pour finir, ces édifices qui servaient à l'orgueil des rois ou des chefs de tribu, on a dû couper les derniers arbres. Et des gens sont allés jusqu'au bout dans la course entre plusieurs tribus pour voir qui c'est qui pouvait mettre le chapeau là en premier. Donc on voit les bâtiments que nous avons aujourd'hui, les gratte-ciel et tout ça, et évidemment ça fait penser à ça. Ça fait penser qu'on va utiliser toute l'énergie pour toujours aller un peu plus loin dans le délire. Les systèmes naturels vont s'effondrer, les systèmes humains ne vont plus pouvoir marcher, évidemment. Les océans sont en train de mourir en termes d'organismes vivants. On est en train de perdre entre 20, 30, 40, 50, 60, 70% des espèces animales, selon qu'on va parler des insectes, des reptiles, des batraciens, des oiseaux, des mammifères, etc., en quelques décennies. Si on ne fait rien, nous disparaissons, ainsi que tous les grands végétaux, les grands animaux. On est en train de détruire les sols agricoles, les nappes phréatiques sont polluées, les cours d'eau sont pollués, l'air est pollué, il y a beaucoup de chômage, beaucoup de pauvreté. Les bâtiments sont parfois dans un état lamentable et donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Et en gros, sauf les déchets nucléaires, je ne connais pas un problème pour lequel on n'a pas déjà de solution. Le changement climatique, la conscience que nous sommes les transformateurs de notre propre environnement, et que donc l'environnement n'est pas un truc qui est à l'extérieur de nous et qui serait autonome de nous, mais que nous sommes notre environnement, c'est dire oui, on peut y arriver. Faut arrêter de trop chercher de l'information, faut passer à l'action, faut bosser, faut construire. On est capable de construire des cathédrales, on est capable de faire toutes ces choses-là, il faut le faire, il faut arrêter d'en parler et tôt ou tard, ça peut pas manquer. On ne peut pas rater notre coup. Quand on fait des jolies choses et des choses qui marchent, ça perce, ça traverse. Ce constat ne date pas d'hier. Dans les années 70 en Australie, Bill Mollison, naturaliste expérimenté, tirait les mêmes conclusions. Si l'humanité persiste dans son modèle productiviste, elle provoquera sa propre extinction. Témoin isolé de ce constat dramatique, il traverse une crise existentielle. En rupture avec le système politique et industriel, il se retire de la société 2 ans et part vivre en forêt. En passant du temps au contact de la nature, il prend conscience que l'ensemble des plantes et des animaux vivent en synergie. Il imagine alors un dispositif capable d'intégrer de façon harmonieuse les installations humaines dans leur écosystème. C'est ainsi que la permaculture est née. Ce système agricole soutenable qu'il élabore avec David Holmgren est pensé comme un moyen d'assurer l'autonomie vivrière d'un lieu. Ils ont tous deux la volonté de construire une solution efficace et une alternative concrète à l'effondrement programmé des écosystèmes.
Et ce qu'ils ont vu, c'est que les systèmes humains étaient incroyablement et scandaleusement inefficaces en termes d'efficacité de production, incluant l'agriculture, mais nos maisons, l'industrie, tout ce qu'on veut. Une première illustration, c'est la production de la nourriture. Bon, il y a X façons de produire la nourriture. Il se trouve que depuis 10 000 ans, s'est imposé un système dominant de production de la nourriture qu'on appelle l'agriculture. Bon, l'agriculture en tant que système de production de la nourriture est d'une inefficacité abominable. C'est 15 calories pour en sortir une. Donc c'est pas possible, ce n'est pas soutenable, ça peut pas durer. Alors que les systèmes naturels, eux, notamment les systèmes vivants et notamment les forêts, sont d'une efficacité incroyable en termes de production, en termes de résilience, c'est-à-dire de la capacité à ne pas être affecté gravement par des perturbations, en termes de soutenabilité. Malgré l'inefficacité du système agricole prouvée à maintes reprises, la situation en France reste catastrophique. L'agriculture industrielle représente plus de 70% des terres agricoles et plus de 90% des sols sont d'ores et déjà détruits. L'agriculture biologique, souvent basée sur des méthodes conventionnelles inefficaces, reste une réponse partielle aux problèmes de l'agro-industrie. La permaculture, comme l'avait pensé Bill Mollison, a traversé les continents et offre aujourd'hui la possibilité de régénérer les sols, de produire à petite échelle, au niveau local et en abondance. Elle trouve un écho dans une frange de la population qui s'est engagée dans la reconstruction d'un nouveau système agricole. Enseignants et apprentis s'organisent autour d'un réseau de formation en constante évolution. Plusieurs générations se sont mises en tête d'intégrer ce système global qui dépasse le simple cadre de l'agriculture. L'agriculture permanente de Bill Mollison est devenue une culture permanente. Il s'agit là d'un nouvel art de vivre, durable et éthique. Ici, nous sommes en l'année 86, été 86, peut-être septembre. On était en train de s'installer et là, on est en train de retaper la ruine à l'approche de l'hiver. Et là, nous avons le vieux voisin qui nous a proposé de préparer le jardin avec nous et qui voulait labourer le jardin. Et nous, on était un peu contre le labour parce qu'on était déjà permaculteurs à fond. Et on ne voulait pas retourner le sol. Et on se trouvait dans l'embarras parce que c'est un vieux monsieur de 82 ans qui nous propose de faire ça. C'était pas rien de atteler les bœufs, atteler l'outil, arriver au jardin. Donc on a dit, bon, on y va, on va labourer et puis tant pis quoi. Et puis on a assisté à un spectacle qui remontait de quelques centaines d'années où on n'avait aucune bruit sauf le grincement des harnais en cuir, les chaînes et les racines qui se coupaient par le mouvement des charrues. Et c'était... un son hors du temps, ouais. Ça nous remontait dans le Moyen-Âge. C'était magnifique. Quand on est arrivé, c'était 9 hectares, une ruine. Il y avait tout à faire. Il fallait construire la maison. Donc, on était obligé d'aller travailler à l'extérieur, faire les boulots, les chantiers à droite à gauche pour gagner un peu d'argent. On avait vraiment rien. On avait 2 chevaux et 2 sacs de ciment. On était dans la survie et le développement du projet à partir de rien, quoi. 30 années ont passé. Jesse et Andy Darlington ont aménagé leur ferme selon les principes de la permaculture. Aujourd'hui, animaux, plantes, arbres et structures agricoles sont harmonieusement disposés sur une surface d'une 40aine d'hectares. Ce système permet aux couples de fermiers d'assurer l'autonomie alimentaire de la famille et des apprentis qui viennent régulièrement se former chez eux. Pour subvenir au reste de leurs besoins, le couple s'assure un revenu grâce à l'élevage de brebis. Les bêtes profitent d'une alimentation biologique et d'un système de pâturage tournant. Avec cet élevage, ils ont contribué à la sauvegarde de la race ovine Ghira.
À travers toutes ces années, on a vécu énormément de choses. On a eu des vaches, on a eu des chevaux, on a eu des canards, des poules, on a travaillé à planter des arbres pour d'autres personnes. Donc on avait acquis l'expérience. Mais quelque part, c'était latent. On n'était pas forcément conscient de ce qu'on savait faire. Et l'année 2009, j'ai eu un problème de santé qui m'a mis face un peu à mon état de mortalité. À 50 ans, j'ai eu une opération assez grave et après je me suis dit, mais est-ce que c'est maintenant le moment de faire des choix pour la vie? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette vie? Parce qu'elle est courte, elle est précieuse et puis ça peut partir d'un coup. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais je connais tous ces trucs-là. Je peux me mettre à faire du transmission à un moment où, justement, où la permaculture est en train de prendre de l'ampleur en France, quoi. Là, mon boulot, dès le début, le premier jour, c'est de semer des graines de pensée parmi vous tous, de vous accompagner pendant quelques jours et de vous donner un peu d'eau, un peu de bonne terre, de compost, peut-être vous protéger un peu du vent, qu'à l'intérieur de vous, cette graine peut germer, elle peut commencer à pousser. Et vers la fin du stage, vous allez peut-être sentir que vous avez dans vos mains un tas de nouvelles possibilités, un tas de nouvelles énergies ou d'orientations qui peuvent s'ouvrir. Pendant 2 semaines, une communauté va éveiller ses sens, prendre le temps d'observer, d'écouter, de sentir, pour vivre à nouveau en harmonie avec la nature. Le cours de design en permaculture, un espace de réflexion et de liberté, est résumé dans les 3 valeurs fondamentales: prendre soin de la terre, prendre soin de l'homme et partager équitablement les ressources. Ces valeurs sont au centre de la permaculture et elles serviront toujours de point de départ pour concevoir un projet. Donc, c'est la gestion de nos ressources qui devient très importante. Et par gestion de nos ressources, on pense tout de suite à la gestion de notre consommation. À partir de là, on a vite compris que ce n'était pas simplement une agriculture pérenne qu'on voulait créer, mais une culture pérenne. Parce que, comme plusieurs grandes politiques ont dit dans le passé, une culture qui n'a pas une agriculture pérenne ne peut pas survivre. Donc, on est obligé de repenser à tout, de repenser toute la culture. Repenser toute la culture, vaste programme. C'est pourtant ce qu'a fait Bill Mollison en prenant la forêt pour modèle. En s'inspirant du biomimétisme, autrement dit en imitant les modes de fonctionnement des écosystèmes, il a remis en cause les 10 000 ans d'histoire de l'agriculture, de ses débuts au néolithique, en passant par la mécanisation à la fin du 19e siècle, jusqu'à l'agriculture industrielle intensive. Mais il n'est pas reparti de zéro, bien au contraire. Il a pris le meilleur des savoirs ancestraux et de la science moderne. Il s'est inspiré d'une trentaine de communautés pré-industrielles qui ont su vivre durablement et en harmonie avec leur environnement, et il a associé l'éthique de ces peuples premiers à la compréhension scientifique moderne des écosystèmes. Bill Mollison a théorisé cette synthèse de bon sens sous la forme d'un programme universel
structurée par plusieurs grands principes. Un premier principe serait d'observer et interagir, c'est-à-dire observer des systèmes naturels, passer du temps avec la nature. Donc au début, Mollison disait, avant de commencer votre projet jardin ou ferme, passez 1 an sur le terrain. 1 an parce qu'on voit toutes les saisons qui passent, on a le temps d'observer comment les différents éléments météorologiques vont avoir un impact sur notre terrain. La croissance des végétaux, on peut trouver les petits coins froids ou des points plus chauds, les coins avec plus d'humidité, donc c'est ce que nous appelons les microclimats. Donc nous prenons le temps avant de commencer des choses concrètes et irréversibles sur le terrain. Par la suite, nous avons une méthode qui commence par une analyse et aboutit par une conception qu'on appelle le design. C'est une ressource, ça serait dommage de ne pas s'en servir. Comme ça éviterait. Le design, c'est un mot qu'on ne peut pas traduire, si on est consciencieux en français, à moins d'y mettre 4 mots. C'est la conception, l'aménagement, la planification, l'organisation. Donc il y a l'espace, il y a le temps, c'est multidimensionnel. Après, tu sais, ils disaient qu'il y avait des gravures parce qu'il n'y avait pas de drain. Oui, là il manque un drain. Il n'y avait pas de drainage. Ils nous ont fait travailler le drain. Ça arrive naturellement. Ce n'est rien à voir avec l'esthétique, la décoration, hein, je le dis bien. Voilà. Donc permaculture design course, c'est un cours de conception, d'organisation, d'aménagement des systèmes humains, à la fois dans la production de leurs besoins matériels et puis de leurs besoins en termes d'organisation sociale, de fonctionnement du groupe social, ce qui est très important aussi. Ça a du sens pour vous ou pas? Moi, ça me parle. Avant de décider telle ou telle technique sur un terrain, on a une approche, c'est partir de la vue de l'ensemble avant de rentrer dans les détails. Avant de commencer à dire, bon, mais moi je vais faire tel ou tel type de jardin dans tel ou tel endroit. Ça vient après. Petit à petit, on construit à partir de la grande vision, la vision donc globale. On peut dire telle ou telle chose est bien pour tel ou tel endroit. Quelle association pouvons-nous avoir entre, par exemple, le jardin, le poulailler? Est-ce qu'il y a un intérêt d'avoir le poulailler près du jardin? Est-ce que le poulailler et le jardin doivent être près de la maison? Et pourquoi on va avoir des liens entre ces éléments-là? Avec le design, on cherche à mettre en relation les éléments du système pour créer des synergies. Afin de maximiser ces effets de synergie, l'analyse fonctionnelle établit les caractéristiques et les besoins de chacun des éléments. Prenons le cas d'une poule. La poule, en tant qu'élément du système, a des besoins, mais elle fournit aussi des produits, et pas seulement des œufs. Il faut aussi prendre en compte ses comportements qui peuvent s'avérer bien utiles. Par exemple, elle picore les insectes et les limaces et enrichit la terre par ses fientes. Enfin, en choisissant une poule, il faut aussi prendre en compte ses caractéristiques. Par exemple, la race peut être plus ou moins adaptée au climat. Cette approche est utilisée pour tous les éléments du système afin d'optimiser les liens entre eux. En l'occurrence, les synergies entre la serre et le poulailler sont intéressantes. La chaleur générée par la serre peut permettre de rallonger la période de ponte des poules. Et la nuit, la chaleur des poules peut aussi être bénéfique aux plants. Enfin, si on laisse un passage dans la serre pour les poules, elles peuvent nettoyer les cultures des nuisibles et des mauvaises herbes et font le travail à notre place. Pour appliquer l'analyse fonctionnelle à chacun des éléments du design, les apprentis ont besoin d'associer des techniques d'architecture, de biologie, d'agriculture, de gestion de forêt et d'élevage. Quelles sont les utilisations en permaculture des arbres? Donc nous avons la fertilisation du sol par les arbres légumineuses. En 2 semaines, les stagiaires vont devoir imaginer un projet de design pour le domaine. Faire un petit barrage à chaque point clé. Le trop-plein de ce dispositif va pouvoir couler et aller dans le suivant, comme ça, ok? Ces différents types d'arbres ont des différentes vigueurs que je vous ai expliquées et aussi la mise à fruit qui est plus rapide. Elle est près de ses poussins et quand elle trouve quelque chose, elle gratte et les poussins, ils rôdent un peu. Et puis quand elle trouve un ver ou quelque chose comme ça, un insecte, elle va dire... Et puis tout le monde vient en courant
pour manger ce qu'elle a trouvé. Les liants végétaux, dans les enduits, c'est le crottin qui fait office de liant en fermentant un petit peu. Non, c'est l'argile. C'est l'argile qui fait. Le crottin, si tu veux, il sert vraiment juste sur la souplesse. Ça serait plutôt l'équivalent d'un additif, mais vraiment le liant, c'est l'argile. Ça tient mieux que la chaux. Si c'est pas gorgé d'eau, ça va boire plutôt de l'enduit. Et l'enduit n'aura pas le temps d'adhérer, tu vois. Le design, c'est l'art d'assembler les éléments du système, de les placer ou de les déplacer ou de laisser se déplacer les éléments du système de manière à optimiser efficacité, productivité, minimiser le travail. Avec ce côté fonctionnel d'un côté, hyper fonctionnel, le chemin le plus court pour aller à l'endroit où on va le plus fréquemment, mais aussi ce côté respect de l'environnement et de l'humain. Pour placer les éléments dans l'espace, le design associe l'analyse fonctionnelle au zonage. Le zonage détermine l'emplacement des éléments du système dans l'espace en fonction de leur fréquence d'usage ou d'entretien. La permaculture définit 5 zones, de la plus fréquentée à la plus sauvage. La zone 0 est le centre du système, c'est-à-dire la maison ou le lieu principal d'activité. La zone 5 est la zone sauvage naturelle. C'est la zone la plus éloignée du lieu de vie et l'intervention humaine y est très limitée. Les autres éléments du système seront disposés de part et d'autre en fonction de leur usage. Nous retrouverons par exemple la serre et le poulailler en zone 1, car on doit s'en occuper quotidiennement. On pourra ainsi économiser les allers-retours et minimiser nos efforts. Dans le design, l'analyse fonctionnelle et le zonage sont indispensables pour concevoir un système efficace et économe en énergie. Bon, alors on est d'accord, les zones, c'est les zones 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. C'est cool, on a déjà la 5. Bah, zone 1, c'est le jardin aromatique, non? Ouais, On fait les zones en fait. Le 2, c'est le orange. Ce serait ça, et puis je sais pas si la petite terrasse avec le... si. Ah, moi je prendrais même le labyrinthe. Ouais, je prendrais tout ce qui est orange en fait. Ouais. Tout ce qui est mis en public, je mets support, support d'activité. Zone 2, ouais, d'accord. Ouais. Zone 3, c'est comme pour les moutons. Mais Zone ouais. 3, c'est le petit détail. C'est ça. La permaculture n'est pas ni une technique, ni un ensemble de techniques, du tout. Ça se passe à un autre niveau. C'est une ingénierie, c'est un système d'ingénierie, c'est-à-dire de design, pour concevoir des systèmes, point. Le cours de design, c'est pas seulement un design du lieu, c'est pas seulement le design du système, mais c'est un design de fonctionnement de chaque groupe et de chaque personne dans le groupe. C'est donner des outils aux gens pour leur fonctionnement, pour trouver leur place dans un groupe, dans la société. Faut que tu sois assez, quoi. Moi, je fais un B. Là, je suis assez, là. Là, je suis à B. T'es en dessous de B quoi. Voilà, je suis à B pile poil. Donc là en fait on est à niveau. On est au même niveau, donc il faut descendre. C'est un peu comme un écosystème dans la nature où on trouve que chaque plante trouve sa niche. Il y a des superpositions de différents végétaux. Il y a des animaux, des insectes, des oiseaux qui trouvent une place dans le système. Donc pour les systèmes humains et sociaux, on essaie d'imiter dans une certaine mesure cette structure. Jessie et Andy mettent à contribution le design qu'ils ont appliqué au groupe de Linard pour bâtir en quelques heures une butte auto-fertile. Tu peux mettre un autre si tu veux. Des mesures du terrain sont prises pour que la future butte retienne passivement l'eau de pluie et les nutriments qui ruissellent avec. Les stagiaires décaissent une première couche de surface, là où la terre est la plus fertile, et la mettent de côté. Ils répètent cette opération pour la couche inférieure et ils prennent soin de ne pas les mélanger. De vieux troncs d'arbres morts sont posés au fond du trou. Ces troncs apportent de la nourriture pour les champignons qui constituent la microfaune essentielle du sol. Les stagiaires remettent la terre dans le même ordre où ils l'ont prélevée, puis ils complètent avec de la biomasse locale, de la tonte, des feuilles mortes et du compost. Différentes familles de plantes, légumes et fleurs sont semées en quantité. Le sol sera vite colonisé par un réseau complexe et diversifié de racines. La butte est recouverte d'un épais couvert végétal. Ce paillage protège le sol des rayons destructeurs du soleil. Il nourrit les micro-organismes de surface
et il empêche l'enherbement. Au final, cette technique de butte auto-fertile restitue un écosystème complexe, permet une forte économie d'eau et la création rapide d'un sol profond et très productif. Pour moi, c'est la même chose qu'un camping ou un placement pour camion. Et c'est l'étape d'après. L'étape d'après, tu vas voir tout ce qui se recoupe. L'autorégulation et l'autogestion, ça c'est quelque chose qu'on encourage beaucoup dans la permaculture parce que dans tous les systèmes naturels, il n'y a pas de dirigeant, il n'y a personne qui va dire ça suffit, vous avez assez mangé, vous avez assez bougé des choses. C'est pas quelque chose qui peut être dirigé ou commandé d'en haut. J'ai l'impression que plus le temps passe et plus il faut aller chercher les gens loin pour les amener à l'autogestion, selon d'où ils viennent. On a fait de nous des consommateurs, et moi j'en suis encore un d'une certaine manière. Pour moi, le consommateur, c'est l'anti-responsable. C'est un enfant, mais pas le bon côté enfant, c'est l'enfant pour l'éternité. Et c'est l'autogestion. Le consommateur, il arrive dans un stage, oui, il s'attend, donc il a des attentes, il paye, donc il reçoit. Par contre, dans la vie collective et dans la façon de gérer la vie commune, on essaye de sortir les gens de ce contexte-là qui est vraiment destructeur, qui détruit le lien social, qui déresponsabilise et qui les empêche de prendre leur vie en main. Ils cherchent des moyens de reprendre ce pouvoir personnel et d'avancer. Parce qu'ils sont bloqués de tous les côtés par la crise économique, les répressions de plus en plus difficiles dans la vie quotidienne, des choses qui empêchent d'agir de manière créative. Le moment est venu de présenter les travaux de design et de défendre son projet. C'est l'aboutissement des 2 semaines de formation. Chacun, à sa manière, a apporté son savoir-faire et sa créativité au groupe. Nous avons utilisé la méthodologie Obredim. Observation, bordures et limites, ressources, évaluation et zonage. Avantage, le soleil vient frapper, donc on a directement l'exposition plein sud. La permaculture est une science du design, mais aussi un art du design. Et science et art, ici, sont indissociables. Pour un terrain donné, il y aura 10 000 designs possibles. Moi, je vais en faire un, toi, t'en feras un qui sera différent et qui portera ta subjectivité et les connaissances que tu as. Mais l'approche, le fait de se dire, tiens, je vais avoir une méthodologie, je vais réfléchir à comment j'aménage les choses et j'utilise les quelques outils qu'on donne en cours certifié de permaculture, on ne peut pas trop se tromper. On fait tout de suite des choses plus sensées que ce qu'on a fait dans les au moins 50 dernières années sans problème. Donc c'est une nouvelle culture même de l'imaginaire, pas que des connaissances. Et donc il y a une créativité incroyable. C'est surprenant au début pour les gens qui découvrent la permaculture. Mais de toute façon, toujours adapté aux conditions physiques et humaines. Hein, toujours le lieu, le terrain et le groupe social. Dans un PDC, en fait, pour moi, il faut associer le physique, l'émotionnel et l'intellectuel pour vraiment intégrer ce que c'est que cette nouvelle culture de la permaculture. C'est une première expérience de communauté humaine pour beaucoup de gens, mais une communauté bienveillante, où on cherche à inclure plutôt qu'exclure. Et là, vraiment, par petites touches, par module de 2 heures sur différents sujets, on finit par prendre conscience d'un nouveau paradigme. Et c'est vraiment ça qui est à la fois délicat et ensuite très puissant, c'est ce changement de paradigme, passer d'un paradigme mécaniste, analytique, etc., à un paradigme holistique, synthétique, collaboratif plutôt que compétitif, etc. Deux approches divisent aujourd'hui la pensée scientifique. L'approche analytique et l'approche systémique. L'approche analytique étudie les phénomènes en les divisant en plusieurs parties et s'appuie sur la précision des détails. L'approche systémique, quant à elle, analyse les phénomènes dans leur globalité et se concentre sur les interactions entre les éléments. L'opposition de ces deux visions annonce un changement de paradigme. L'approche systémique remplace des solutions fragmentaires à court terme par des solutions globales à long terme. Ce changement total de perception du monde est résumé dans un des principes majeurs de la permaculture,
intégrés plutôt que séparés. Le jardin-forêt comestible de la ferme du Bouchot s'inspire des techniques de l'agriculture naturelle. Cette pratique agricole passive exclut pratiquement toute intervention humaine sur les cultures. Ni labour, ni engrais, ni désherbage et ni pesticides. Cette agriculture du non-agir a fortement inspiré Bill Mollison lorsqu'il a pensé la science de la permaculture. L'auteur de ce jardin-forêt, Jean-Philippe Beau, a travaillé plus de 35 ans dans la conservation de la nature. Il a lui aussi organisé des cours de design en permaculture. Il relativise pourtant l'importance du PDC. D'abord, je crois que la transmission, l'échange, le partage, elle est absolument essentielle à notre société et aux nouvelles générations. Maintenant, cette transmission, pour moi, elle passe absolument par l'expérience. Je pense que le PDC tel qu'il est enseigné en France, il a trop switché avec notre esprit cartésien et notre facilité à parler. Et donc, du coup, le PDC, ça redevient ce qu'on ne voudrait pas que ce soit, l'école des perroquets. C'est le programme d'une vie, un PDC. Et on voudrait mettre ça dans la tête de quelqu'un en 12 jours, et puis qu'en faisant 2 ou 3, clac, pouf, il est tout encadré. Je pense que c'est très compliqué. Ce serait très intéressant que pour développer la permaculture, on lâche les bancs d'école un peu, et que par contre, on aille vers des systèmes où les gens peuvent passer d'un endroit à un autre, d'un lieu à un autre, pour apprendre différentes approches, différentes expériences, par la pratique. Puisqu'on parle de quelque chose qui est extrêmement concret. Que ce soit des woofers ou des stagiaires, l'idée c'est qu'ils mettent les mains dans la terre, quoi. C'est qu'ils apprennent à se cultiver avec la terre. Entre les formations et la réalité du terrain, il reste du chemin à parcourir. Il y a 9 ans, Pascal Despiennes s'est installé à la Cour des Mières, entouré de sa famille et de ses amis. Chacun a mis les mains dans la terre et dans la paille pour bâtir un lieu autonome en énergie et en nourriture. J'étais parti pour être prof d'anglais, donc ça remonte un petit peu, et je passais mon CAPES, et j'ai raté mon CAPES, et je suis parti en Chine. J'étais très attiré par la Chine ou par l'Asie en général. Et puis, petit à petit, j'ai cheminé, je me suis fait un peu des expériences, j'ai vécu, et j'ai continué à me chercher dans mon temps libre. Je suis arrivé à des réponses qui étaient vraiment philosophiques, politiques, très mentales. Mais ça devenait de plus en plus clair pour moi, jusqu'au jour où, en voyageant, je suis arrivé en Thaïlande, dans un lieu qui, pour moi, pratiquait ou vivait ce que moi, j'avais uniquement formulé mentalement. Et ils étaient autonomes, ils construisaient leur maison, ils produisaient leur énergie, ils produisaient leurs légumes. J'ai fini mon contrat en Chine et je suis allé là-bas faire du volontariat pendant 6 mois. Et là, j'ai découvert la permaculture sous sa forme, on va dire, pratique. Et j'ai su qu'il fallait que je trouve un terrain. Et dans les 15 jours où j'ai pris cette décision, je ne savais même pas où j'allais me poser, Thaïlande, Chine, je n'avais pas de frontières de ce côté-là. J'ai la voisine, une amie, qui m'a dit bah, « écoute, le terrain des voisins est disponible » et j'ai dit « banco ». Je me sentais un peu seul, j'ai invité des gens à s'installer sur le terrain, tout seul au milieu de la campagne, c'est pas évident, donc on a tout de suite eu un petit côté collectif. Et puis bah, les chantiers ont très vite démarré, les chantiers participatifs, parce que j'avais envie de revivre ce qu'on m'avait permis de vivre en Thaïlande. Et donc je me suis dit, ici je veux faire la même chose, je veux avoir la vie que je veux avoir, mais je veux aussi aider ou participer à déclencher des étincelles chez les gens qui viennent ici. À leur dire, bah oui, vous êtes capable de construire votre maison, vous êtes capable de produire votre nourriture, et vous pouvez avoir une vie qui ne se résume pas à des choix A, B ou C. Il y a vraiment tout un panel, une marge de manœuvre énorme, mais il faut pouvoir la découvrir. Alors, qui c'est qui veut faire quoi? Il faut finir les coffrets. C'est vrai qu'il peut y avoir une équipe de 2. Il en reste 2. Pour une équipe de 1. Une A1, on fait pas une équipe, mon bonhomme. Qui veut lancer la couche de corps? Essayez, mais...
Tu veux t'y coller? Ouais, je te montre aux autres en même temps. Mais... Ouais, bah tu... À faire du terre-paille? Non, mais tant qu'à faire, on a fait tout le mur, autant finir ce coin, mais on le fera au moment où il y aura le tuyau qui passerait, comme ça on peut bien encastrer le tuyau. Qui veut faire du rejointoiement de pierre avec de l'enduit de terre? Ça va être bizarre, mais moi j'ai découvert la permaculture à Sciences Po. Il y a un cours de décroissance à Sciences Po, peu de gens le savent, dans lequel on fait intervenir beaucoup de gens, et notamment des permaculteurs, des décroissants. C'est là que j'ai découvert pour la première fois cette solution. Ensuite, je me suis plongé dedans pas mal de manière théorique, notamment en travaillant pendant plusieurs années dans un institut politique qui promouvait la permaculture, la décroissance énergétique, etc. Et on en parlait souvent théoriquement et on ne le voyait pas vraiment pratiquement. Donc un jour, j'ai décidé de partir un an à faire de la permaculture concrète. Hugo prépare le diplôme de permaculture appliquée. Pendant 2 ans, il doit réaliser des expériences concrètes sur le terrain en travaillant pour des exploitations agricoles de petite et grande échelle. Cette formation lui permettra à son tour de proposer son enseignement et ses designs. L'Université populaire de permaculture, avec son réseau national de centres de formation et de référents locaux, a mis en place le diplôme de permaculture appliquée. Grâce à cette formation continue, Hugo bénéficie d'un accès direct au foncier. Il s'est installé chez Pascal, son tuteur, et échange avec lui au quotidien. Ici, pour moi, c'est vraiment une vitrine de la permaculture et surtout d'un modèle de permaculture qui peut être assimilable par tout le monde et mis en place par tout le monde. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent qui a été injecté dans ce lieu, c'est énormément de récup, c'est juste du chantier participatif avec des gens qui sont peu ou pas qualifiés mais qui ont envie d'apprendre. Et c'est pas du tout comme d'autres lieux qu'on peut voir où il y a une grosse somme qui est injectée dès le départ et qui sont réservés à une élite qui a déjà travaillé beaucoup dans le système avant et qui décide de changer de vie. Mon objectif premier, c'était de devenir autonome et de réduire mes factures. Et donc, la première chose qu'on a fait, c'est d'installer l'autonomie en eau. Donc, on a mis une cuve de récupération d'eau de pluie. On a installé les gouttières. J'ai réparé la toiture de la petite maison. Et petit à petit, on a augmenté la surface de captage. Et donc, on a installé une pompe et tout le système de filtration pour avoir la consommation d'eau de pluie pour tous les usages de la maison, mais aussi pour l'eau potable. Et ce qui était ici aussi quand on est arrivé, c'était le verger. Donc, avec 2 noyers de chaque côté, qui nous permettent d'être autonomes en noix pour toute l'année, et une haie de mirabelier qui nous donne 500 à 600 kg de mirabelle tous les ans, ce qui n'est pas désagréable. Je crois qu'en tout, sur ce terrain, on a dû planter entre 250 et 300 arbres. Donc là, on est vraiment dans la zone 1, le verger, la grange à côté qui est le local associatif, et ce petit bout de jardin qui est un peu le jardin de la famille, mais aussi des gens qu'on accueille ici. Et notre petite armée de canards coureurs indiens qui sont nos chasseurs de limaces et autres escargots, puisqu'ils ont l'avantage d'être carnivores. Et donc on les lâche, on les guide un peu comme un troupeau. Donc coureurs indiens d'abord parce qu'ils ne volent pas, ils courent. Et ensuite indiens, je pense, parce qu'ils marchent en file indienne. Donc très facile à gérer, à emmener dans le potager à la bonne saison. Et ensuite, ils font le ménage de toutes ces petites bêtes qui mangent nos laitues à notre place. Alors ça, c'est la salle de cours. Comme on n'avait pas fait de charpente, on avait vraiment envie de faire une charpente. Et on s'est dit pourquoi pas tenter la charpente autoportée, puisque tout le monde peut la faire, il n'y a pas besoin de connaissances énormes. Et il y a un côté esthétique et un challenge très intéressant. Alors les arbres viennent de la forêt juste à côté, on les a coupés exprès, et ensuite on a fait une toiture végétale par-dessus en terre-paille, et on a planté des sédums dessus. Mais là aussi, c'est des murs en bottes de paille, des enduits terre. C'était aussi vraiment le challenge de faire une maison qui soit très efficace et en même temps très éthique. Et je crois vraiment que c'est le cas de cette maison-là. La forêt, d'où est venu le bois, donc le chêne vient uniquement de cette forêt, la terre de la mare juste à côté. On avait tout ce qu'il fallait à disposition. Et donc ces bois-là, on les a achetés 3 ans après s'être installés là, avec les voisins, puisqu'il y a vraiment une synergie qui s'est faite avec les voisins. Et ces bois-là, on les gère en commun. Alors ici, c'est zone 4, c'est cultivé.
La zone 5, elle commence au-delà des toilettes sèches qui sont au fond là-bas, là, derrière le camping. Là, c'est vraiment zone 5. On ne touche pas, on n'agit pas, on ne cultive pas d'arbres. La zone 5, elle est vraiment là pour nous permettre déjà d'apprendre, d'aller observer ce qui se passe dans la nature, mais aussi à la nature elle-même de se diversifier. C'est là où vont se créer de nouvelles espèces, c'est là où vont nicher de nouvelles espèces, et ça nous permet, nous, quand on y va, de contrôler un peu notre impact sur l'environnement. Parce que quand je vais en zone 5, je me dis, tiens, cette année, il y a plus d'écureuils, il y a plus de ceci, il y a plus de cela, ou il y a moins. Bon, jusqu'ici, notre impact sur le terrain est plutôt positif, puisque tout ça, ça explose, quoi. On a de plus en plus d'insectes, de plus en plus d'animaux, et c'est visible. Et la diversité aussi végétale est importante. Donc vraiment, la zone 5, c'est notre université, et c'est une source d'inspiration. Alors là, on arrive un peu à côté du poulailler. Il y a les zones. Donc ici, on a planté des figuiers, puisqu'on a une belle protection derrière qui leur fait aussi un petit coin assez agréable, bien au chaud. Et pas mal d'arbres aussi dans ce poulailler. Du sorbier des oiseleurs, les cormiers qui sont sur le côté, et les ruches. Et donc, l'avantage de mettre les ruches dans le poulailler, selon les dires d'un ami à moi, c'est que les frelons asiatiques qui font du vol stationnaire se font attraper par les poules. J'imagine que c'est assez bénéfique et là les abeilles s'en portent pas plus mal. Alors il y a deux choses qui sont vraiment pour moi importantes, c'est d'abord d'avoir des plantes qui sont permacoles, donc qui servent plusieurs fonctions, mais aussi de mélanger les plantes de manière pas forcément savante, parce qu'il n'y a rien qui pousse mieux que les plantes ensemble, mais il y a des plantes qui poussent mieux entre elles que d'autres. Et là par exemple on a mis des choux sous les pêchers, parce que les choux sont des crucifères qui dégagent du soufre et qui peuvent empêcher un peu le développement fongique et donc la coque du pêcher. Et puis on couvre le sol avec de la courge pour empêcher l'évaporation et garder l'eau dans le sol. On met de la menthe ici ou là, c'est mellifère, ça produit une tisane. Et on a des artichauts, d'ailleurs qu'on ne mange pas, qu'on laisse pour les abeilles cette année, en attendant qu'ils se développent un peu. Et ça, c'est un espace qu'on n'a plus besoin d'entretenir. Il est déjà tout couvert avec des vivaces et on s'en occupe plus, on récolte et c'est bon. Alors c'est un potager en butte. L'intérêt surtout c'est de faire du jardinage naturel, c'est-à-dire on ne travaille pas le sol, on mélange les plantes, on ne fait pas forcément de rotation puisque tout est mélangé en permanence. On va trouver des tomates au milieu des calendulas, du chou, on va trouver des carottes avec au milieu des betteraves et du radis. Tout est mélangé de manière à ce que le sol ne soit pas épuisé toujours de la même façon et que les prédateurs ou les parasites ne soient pas attirés toujours au même endroit. Donc ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et garder tout ça un peu mélangé. Donc on peut dire dans cette maison autonome en eau, en électricité et puis en légumes si on était seulement la famille. Le calcul est vite fait. Nous, avec ma femme et mes 2 enfants, on vit avec 700 € par mois en payant un crédit de 200 € tous les mois. Et on vit très bien. Tout est dimensionné pour nos besoins. Et donc nous, cette forme de sobriété-là, elle nous va bien. Et on vit dans un confort que moi, je considère comme inestimable et quasiment inégalable. De ce côté-là, je ne me plains pas. Ouais. Louise travaillait dans le milieu de l'événementiel et de la communication à Paris. Avant de découvrir la permaculture, elle s'est questionnée sur l'environnement et sur les moyens de mieux se nourrir en militant dans les milieux associatifs. Elle a passé un PDC et poursuit sa formation en faisant un tour de France des chantiers participatifs. J'avais de toute façon l'idée d'arrêter mon boulot à Paris, qui était plus dans le business, pour me lancer dans quelque chose de plus vert, mais j'avais aucune idée dans quoi. Et je me suis dit que la meilleure façon pour pouvoir le faire, c'était de mettre la main à la pâte et de voir s'il existait des lieux où on pouvait travailler tout en discutant. Et donc voilà, j'ai regardé chantier participatif. Je me suis dit, super, j'ai trouvé quelque chose finalement qui me correspond. Quand on avance dans quelque chose et on se dit, mais
tu vas où? Tu sais que tu avances, tu connais le chemin parce que tu as toujours été éduqué comme ça. Mes parents m'ont emmené au théâtre, au ciné, m'ont fait voyager, c'est super, mais il y a un truc qui manque. Il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de génie. Il n'y a pas en fait juste la possibilité de regarder la mer ou de regarder les arbres et de se dire waouh, mais en fait c'est ça le tableau. Ça sert à rien de payer à 10 € son entrée dans un musée. Autant regarder la nature et puis la reproduire dans sa tête. Donc le mode de vie d'avant, ce qui me manque, c'est le côté festif. Et encore le côté festif, si j'ai envie de mettre de l'électro, je vais mettre de l'électro dans mes écouteurs ou avec les autres qui sont tous super ouverts et puis écouter avec eux. Ici, bizarrement, tu fais moins de rencontres, mais elles sont toujours beaucoup plus fortes et beaucoup plus positives sur le long terme. Donc, je ne suis pas déçu du tout du voyage et je retournerai plus à Paris, quoi. C'est fini. Même s'ils n'ont pas encore obtenu leur diplôme de permaculture appliquée, Clément et Louise profitent des connaissances acquises lors de leur PDC avec Jessie et Andy Darlington pour initier les citadins à cette pratique. Ils ont proposé leur service à un couple d'amis récemment installé dans la banlieue montpelliéraine. Le couple, en échange d'un cours d'initiation à la permaculture à domicile, accueille le lendemain une trentaine de jardiniers qui viennent prêter main forte pour mettre en œuvre leur design. On va mettre des troncs d'arbres qui sont pourris, qui sont pleins de champignons, parce que ça va amener de la lignine dans le sol et ça va nourrir les champignons. Le permablitz, cette action éclair, permet en moins d'une journée de transformer un terrain vierge en un jardin potager nourricier. L'idée, c'est vraiment de semer une graine de permaculture, c'est-à-dire on n'est pas là pour faire du jardinage. On est là pour augmenter la résilience urbaine, penser la crise du pétrole, travailler sur l'autonomie, l'expression des gens et la coopération aussi entre les gens, parce qu'il va y en avoir besoin de plus en plus, qu'on puisse s'organiser ensemble et essayer d'oublier tous les systèmes hiérarchiques pour les remplacer par des systèmes de réseau. Vas-y, saute. En ville, on suscite pas mal l'évocation. La ville, cette richesse qu'on retrouve. Donc, pareil sur les plantes, plus il y a de diversité, et plus il y a de densité, et plus il y a de résilience, et plus il y a de dynamique. Et pour moi, la ville, c'est ça aussi un peu. Ça fait 2 ans qu'on fait ça, les jardins, etc. Ce qui progresse, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes et qu'on sent qu'il y a un mouvement qui commence à s'organiser en France et peut-être dans le monde aussi. Moi déjà, la permaculture, il y a 3 ans, tu allais sur Internet, YouTube, tu voyais rien. Aujourd'hui, tu as profusion. Les gens, ils sont en attente de quelque chose. Et au moment où il y a la permaculture qui arrive, il y a une espèce de tilt qui se fait, qui se dit « Ah, là, j'ai un chemin, là, j'ai trouvé quelque chose qui va dans le bon sens par rapport au changement de civilisation, on va dire, qui est en train de poindre, quoi, qui est déjà présent et qui donne une solution à la crise actuelle qui est multiple. Ici à Montpellier ou encore ailleurs en France, c'est une nouvelle forme d'économie qui émerge. Le chantier participatif est un modèle emprunté aux sociétés traditionnelles qui profite à tous. Quand les uns viennent se former, les autres améliorent leur cadre de vie ou d'accueil. En répondant à des besoins individuels, le chantier fédère alors une créativité collective. Il ne s'agit plus de services et de profits, mais de dons et d'échanges. L'économie actuelle exploite notre humanité jusque dans nos rapports les plus intimes. Face à cet individualisme envahissant, des mouvements, conscients de la perte et du rejet du collectif, s'organisent autour de l'économie participative. Pourtant, aujourd'hui, l'économie de la permaculture repose en grande partie sur les revenus générés par les formations. Mais ce système de financement pourrait atteindre rapidement ses limites.
Si le mouvement se réduit à sa forme théorique, alors qu'il tend à devenir une alternative concrète, ne fait-il pas rempart à son propre développement ? J'aurais tendance à dire qu'il faut distinguer deux choses. La permaculture comme pensée et la permaculture comme revendication. C'est vrai que quelquefois, on peut avoir le sentiment que ne se revendiquent de la permaculture que les gens qui font de la formation à la permaculture. Et puis tout d'un coup, pouf, le terme qui n'était pas revendiqué ou employé va devenir revendiqué. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui, entre guillemets, vendent de la permaculture. Alors on dit, ah, ils vendent, c'est affreux. Non, pour les gens qui font de la formation en permaculture, effectivement, eux, ça fait partie de leur économie. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Ça ne me gêne pas. Là où ça pourrait devenir presque gênant, c'est qu'effectivement, on puisse oublier la pensée pour ne se concentrer que sur l'institutionnalisation de la permaculture comme forme de formation alternative. Pour moi, le mouvement de montée en puissance de la permaculture, c'est d'abord un mouvement de refus ou de construction d'une alternative totale, c'est-à-dire aux façons que nous avons dans la société ordinaire de lire notre relation aux écosystèmes, de la lire comme une relation d'extériorité. La permaculture, c'est nous remettre nous-mêmes humains dans les écosystèmes et de ne pas nous considérer comme une catégorie essentiellement différente des autres catégories du vivant. Qu'aujourd'hui, le terme permaculture serve à mettre un mot là-dessus et que ce mot, finalement, devienne quelque chose de partagé par des gens qui s'en revendiquent explicitement ou pas, qui font de la formation ou pas, c'est plutôt, pour moi, une bonne chose. Alors moi c'est Bernard, je suis informaticien, j'ai fait après ça beaucoup de géobiologie. Après ça j'ai construit des maisons moi-même, enfin 4. Donc, et puis là j'en ai marre de tout, surtout de l'informatique et de l'électronique. Donc voilà, je veux vendre tout et puis acheter une grande surface et puis faire quelque chose. Alors je suis du coin, je suis à 20 minutes d'ici. On a acheté une maison avec pas mal de terrain et on aimerait devenir autonome. J'ai découvert la permaculture il y a, je dirais, une petite année. J'en suis tombé amoureux très rapidement. Ça a résonné en moi. Je me suis formé en tant que soudeur avant cette découverte. Ma carrière n'aura duré qu'un an. J'ai très vite compris que l'industrie, j'y trouverais pas mon bonheur, quoi. Et j'ai décidé de tout plaquer, et de partir à l'aventure et d'en apprendre un maximum sur le sujet. Et de pouvoir, à mon tour, peut-être l'enseigner ou en tout cas la dévoiler au grand jour, quoi. Donc on a la même chose, feuilles entières, ok, feuilles opposées. Je vous avais cité les oléacées, hein. Olivier, filaire, troène, lilas, forsythia, frêne, en prenant le plus haut. Dans les stages d'initiation, il y a des gens qui veulent changer leur vie. Ils habitent peut-être en ville, ils ont envie de repartir dans la campagne. Du coup, ils cherchent un cadre, comment le faire. Et c'est ça qu'on propose. Dans les stages, on avait vraiment des alternatives qui venaient. Donc beaucoup des jeunes qui se cherchaient, etc. Maintenant, je fais des stages, j'ai des ingénieurs, j'ai des médecins, vraiment, j'hallucine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent vers la permaculture qui viennent de tout milieu, avec des niveaux d'études très élevés. Des fois, nous avons des architectes ou des étudiants en architecture, en biologie, des chimistes, des mathématiciens, des juristes, toutes sortes de personnes s'y intéressent aujourd'hui à la permaculture. Nous avons eu plusieurs visites d'un spécialiste dans la biologie cellulaire des végétaux. Et ce monsieur, il est venu apprendre à greffer des arbres avec moi. À la fois, il connaît beaucoup plus la matière que moi dans les détails, mais en même temps, dans la pratique, il n'avait pas les gestes ni les compétences pour pouvoir greffer un arbre. Finalement, ça apporte quelque chose à tout le monde, et tout le monde a quelque chose à apporter. Comme je dis souvent, chacun fait partie de la solution. Parce que les problèmes que nous avons tracés sur la planète sont extrêmement complexes. Et aujourd'hui, pour défaire le nœud, il va falloir que chacun prenne un bout du tressage et essaie de défaire le nœud qui est extrêmement complexe pour retourner aux choses simples.
Vous le mettez plat comme ça. Après, vous tournez 1/8. Et maintenant, ce bras-là, vous pratiquez le mouvement que j'appelle l'avion. Comme ça. Et puis, clac. Regardez contre le ciel comme ça. Vous voyez qu'il y a un côté qui est droit et un côté qui est incurvé. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire par le jeu de lumière? Ouais. Celui-là est incurvé un peu. Et je finis comme ça, ok? J'ai presque une ligne droite. Les courses. Et maintenant, quand je le mets, là, j'ai de très très bonnes chances de réussite là. C'est important maintenant de couvrir tous ces plaies avec du mastic. Là, tu peux essayer de la mettre derrière, comme ça, ok? En fait, donc, essaye de le glisser là-dedans maintenant. Et il y a le troglodyte aussi, qui chantait pour Camille par là. Ah ouais? Troglodyte mignon. Et il y avait un pinceau des arbres. Je crois que t'as mis le caillou comme ça dessus. Et lui, un peu nécrosé, ou je sais pas, c'est grave ça? Non, c'est juste le séchage du greffon dans le stockage. Tiens, tu le veux? C'est le couteau. Pour ouvrir un couteau. Qui imagine que cet arbre aime bien que autant d'humains lui fassent attention? Après l'avoir massacré comme on l'a massacré. On pouvait bien lui donner un petit peu. En tout cas, on s'est vachement impliqué. L'écocentre de Kerzello a été l'un des premiers lieux en France à proposer des PDC. On y a formé de nombreux permaculteurs et on continue d'accompagner les formateurs de demain. Donc la première année, j'ai récolté 1 tonne d'escargots. Donc c'était un très bon rendement et ça me faisait croire que ça allait fonctionner nickel comme ça tout le temps. La deuxième année, j'ai récolté 600 kilos. Et la troisième année, j'ai récolté 400 kilos. Du coup, je commence à... Yves, éleveur d'escargots reconverti, est l'un d'entre eux. Il fait partie de ces agriculteurs qui ont remis en cause la filière agricole conventionnelle et trouvé des solutions concrètes en pratiquant la permaculture. Je me suis rendu compte très vite que j'étais parti dans une monoculture, ce que je ne souhaitais pas du tout à la base. Et un ami m'a dit ce que tu fais, c'est de la permaculture, quoi, parce que à la fois tu cultives, tu essaies d'être respectueux du sol, de la terre, tu veux proposer quelque chose de sain aux gens, et puis tu as un mode de vie qui fait que tu partages à la fois tes connaissances, à la fois ce que tu produis. Je me suis rendu compte que finalement, toute cette envie de changer les choses, c'était une réaction naturelle au travers du globe, au même moment, même sans trop se concerter. C'est quoi ce bordel, quoi? Moi, je me rappelle petit, j'avais une fiche Cousteau. C'était les décharges à ciel ouvert sur les bords des côtes en Espagne. Et ça m'a fait un électrochoc quand j'étais petit. Je me suis remémoré ça après, dans ma conscience environnementale. Je me suis rappelé que petit, déjà, j'ai eu des sensibilisations. Tout le monde est là? Ouais. Ah, j'ai oublié. Là, on a pris tous les engins de destruction. Ce qui vous êtes sûr de pouvoir arracher, vous l'arrachez. Le rubex, vous arrachez, puis si vous avez un doute, on en parle, quoi. Et puis à la fois que je suis maintenant donc étudiant à l'université populaire de permaculture, j'essaie de faire de la formation. J'aime bien le mot formateur, c'est mettre en forme, quoi, alors que c'est plutôt déformer tout ce qu'on nous a appris et apprendre à apprendre, dire aux gens voilà, il y a des solutions, il y a des techniques, mais il n'y a pas de recette toute faite, quoi. Et le désherbage, on le laisse au sol. Ça fait du paillage et puis ça sert à rien de se casser de l'eau. La limite, c'est ton imagination, quoi. Donc, Jules Verne, il a inventé le sous-marin et puis plein d'autres machines, et puis plus tard, l'homme les a fait, quoi. Et on a été sur la Lune, et enfin voilà, quoi. Donc, je pense que ça, c'est super important d'avoir cette liberté de créativité. Et donc, du coup, ce qu'on essaye de dire à tout le monde, c'est allez-y. Vous pouvez être chercheur, vous pouvez expérimenter, vous pouvez devenir scientifique, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme. Dans l'expérimentation qui nous est proposée à travers la permaculture, c'est peut-être aussi retrouver des choses fondamentales qu'on ne prend plus le temps de faire. Donc essayons de le proposer à nos enfants, mais aussi essayons de le proposer à des adultes. Ce qui peut nous amener à un système éducatif qui est intergénérationnel, où moi je ne sais pas cuisiner, la petite elle n'a jamais cuisiné, elle a envie de cuisiner, on se rassemble tous, on apprend à cuisiner ensemble, quoi. Là il y a des enfants qui courent dans ce stage en ce moment, quoi. Et ils sont là et ils regardent, quoi. Et du coup, je pense que c'est déjà ça, c'est quelque chose de très important, quoi.
C'est assez intéressant parce que c'est pas que dans l'air de temps ici en France, c'est un peu partout. Je travaille en Afrique, je travaille en Turquie par exemple, Albanie, Roumanie, un peu partout. Et on ressent toujours cette espèce de mouvement qui est là, un mouvement social, que les gens cherchent autre chose. Ils cherchent à vivre mieux, à travailler moins et manger bien, qu'on ne fait pas actuellement. Et ils constatent des choses comme s'ils vont au supermarché, ils ne sont pas sûrs que les gens qui les produisent, tous les légumes pour le supermarché, sont dans un souci de la santé de celui qui l'achète. Et la seule façon que je peux être vraiment sûr que j'ai en train d'acheter les bonnes choses, c'est que j'ai un lien direct avec les producteurs et productrices. Et ici, pour le stage, il y a 2 fournisseurs de pain, il y a Kurt et Hervé, qui habitent juste à l'autre côté du vallée. Ils sont même pas très loin. On peut aller les visiter. On peut voir aussi que quand nous construisons quelque chose, nous sommes dans le local, nous sommes dans des choses de tangibles. Quand quelque chose ne fonctionne pas dans ces petits cycles concrets, on peut intervenir et réguler, ajuster. Quand nous achetons des composants compliqués qui viennent de l'autre bout du monde, pour mettre ça dans un système complexe, s'il y a une panne, on a besoin d'un spécialiste. Des fois, on a besoin d'un composant qu'on ne peut pas retrouver et tout le système va à la poubelle. Donc, on essaie d'agir localement et de rester en contact avec le boucle de production et de consommation. Comme ça, nous savons. Mais comme nous ne savons pas d'où ça vient et nous ne savons pas qui c'est qui fait quoi, on a beaucoup de mal à intervenir. L'action au niveau local passe aussi par la transformation du paysage agricole français. Le véritable enjeu pour la permaculture est d'atteindre les agriculteurs installés en conventionnel ou en bio, qui possèdent la majorité des exploitations. Mais elle peine encore à convaincre les grands propriétaires terriens, malgré la possibilité d'appliquer la permaculture à grande échelle. Darren Doherty, designer en permaculture depuis plus de 23 ans, est venu d'Australie pour parler des techniques de gestion d'eau de pluie. Il est aujourd'hui impliqué dans la conception et le développement de près de 1300 projets sur les 5 continents. Il intervient sur des exploitations dont les surfaces peuvent atteindre près de 50 000 hectares. So what we're trying to look at here primarily is how we can very quickly form soil. What we're talking about is converting dead, lifeless soil into soil that has life, and in particular, extending the depth of root systems as much as possible. Autant que possible. Bon, là j'ai 1,22. Cette régénération des sols est rendue possible en optimisant le stockage de l'eau et particulièrement la collecte de l'eau de pluie. Il faut savoir que la nappe phréatique est une ressource non renouvelable et que l'homme ne doit agir que sur les eaux de surface. Le keyline design est une méthode qui permet de tracer des lignes de culture et de répartir équitablement l'eau de pluie dans le paysage. Grâce à une analyse du relief, on peut savoir comment l'eau de pluie ruisselle dans les vallées. L'objectif est de diriger l'eau de pluie qui s'écoule naturellement dans le centre de la vallée vers les zones les plus sèches, c'est-à-dire vers les crêtes. Prenons une vue en coupe d'une vallée et regardons de plus près ce qu'il s'y passe. Lorsque la courbe de la pente s'inverse, les sédiments commencent à s'accumuler pour former un sol plus profond. Et c'est aussi à partir de cet endroit que l'eau de pluie se concentre. Cet endroit est appelé le key point, autrement dit le point clé. Reportons maintenant le key point sur la vue en perspective. La courbe de niveau qui recoupe le key point est appelée keyline, autrement dit la ligne clé. En traçant des lignes de culture parallèles à la courbe de niveau keyline, on peut guider l'eau de pluie vers les zones les plus sèches, car ces lignes ont toute la propriété d'être inclinées de la vallée vers les crêtes. Toujours adaptée au lieu et au climat, la méthode du keyline design permet de ralentir, d'infiltrer et stocker l'eau dans le paysage et de lutter contre les problèmes de sécheresse. The red ones, what I'm suggesting would be the lines that we plough with.
So the pink one, for example, might be the first one that we plough with, right? Une fois les mesures prises, la charrue Homans permet d'appliquer très concrètement la méthode du keyline. Ok, ça marche. Elle creuse des sillons sans inverser les couches du sol. Grâce à un semoir intégré à la charrue, on sème un mélange de graines qui favorisera le processus naturel de régénération des sols. La charrue forme par la même occasion des drains, capables de collecter et de distribuer intelligemment l'eau de pluie dans le paysage. Ah, génial! Hey, ça marche trop bien! Mais détrompez-vous, ça n'a rien à voir avec le labour. Le travail de cette sous-soleuse respecte les micro-organismes vivant en profondeur et préserve la végétation de surface. Target audience is anybody who's ready to take up the challenge of regenerating our planet. So that's pretty well anybody. I don't believe in evangelizing. I think you can waste a lot of energy talking to people who aren't prepared to listen or who aren't ready. It's okay to get your introduction and, go and do your vegetable gardening and all of that. But, if you're really going to change this world, then, or if you're going to be part of that change, then we've got to make some really fundamental changes. And that's something that, for a lot of people, is an incremental process. It's not something that's a cold turkey process, because people have mortgages and they have jobs and they have families, they have lives. And a lot of people are just not prepared to be that radical. Common thread for most people involved in this training is that they're positive and they've got a great attitude. It's people who see that there is hope for humanity and that there's hope for the planet and humans' involvement in that. The common thread too is that people just think, well, this is possible. There's a new world that we can create and let's get about doing it, and that's pretty exciting. Moi j'ai un projet personnel qui est justement faire de l'accueil, de la formation sur un lieu. Mais en tout cas, la vie aujourd'hui, elle ne me permet pas de m'installer quelque part. J'ai pas suffisamment de sous pour m'acheter un endroit. Et plutôt que de m'arrêter en me disant bah, tant pis, fais autre chose, bah, je me dis bah, continue à engranger de la connaissance là-dedans. Si un jour tu t'installes, tant mieux, ça sera pour ça. Et en attendant, former des gens, partir dans ce processus de formation, d'apprentissage, de créer un réseau aussi. Il y a vraiment cette idée de créer du réseau aussi et puis de faire passer le message en masse, parce qu'il est touchant pour moi, il est touchant, je pense, pour d'autres personnes. On est là, on est au pied du mur, tu vois, on sait pas quelle solution faire ou quoi. C'est plus un truc un peu d'espoir, tu vois, tu portes le... J'ai envie d'y croire qu'on est capable de se mettre dans cette petite brèche là, tous ensemble, mais voilà, pour ça il faut le transmettre. Et moi, j'ai dû me prendre un coup de pied aux fesses, tu vois, après le stage avec Andy, parce que j'ai envie de faire la transmission depuis longtemps, mais je me sens pas capable, parce que tu vois, on se pose la question, c'est quoi la connaissance, qu'est-ce que je suis capable de transmettre, je suis pas agriculteur. Et en même temps, t'engranges de la connaissance, t'engranges des savoirs, tu sais que ça fonctionne là-bas, tu sais que ça fonctionne dans telle ferme, t'es allé voir telle ferme qui marche comme ça. Je me suis dit, bah ouais, c'est le moment, quoi. On le fait, et puis sinon... Les formateurs se multiplient un peu partout en France. Même si cette transmission semble précipitée, Jean-Étienne et les autres poursuivront leur action, convaincus de la nécessité de diffuser la permaculture de façon exponentielle. En fait, on voudrait plutôt que tout le monde devienne formateur et que tout le monde a aussi l'humilité d'être apprenti quand il rencontre quelqu'un qui a des connaissances supérieures à lui, quoi. Moi, je sais qu'il y a des gens dans mon village qui font de l'agriculture depuis plusieurs générations. Ils ont un tas de choses à m'apprendre. Et chaque fois que j'échange avec eux, j'essaie de partager mes idées. Ils m'écoutent, ils critiquent, mais de façon positive. Et puis, ils apportent toujours quelque chose de plus. Il ne faut pas oublier que tous les paysans, ce sont des innovateurs. L'association Brin de Paille, qui œuvre pour le développement de la permaculture en France, organise pour la 4e année les rencontres nationales de la permaculture. Ah, pour le deuxième, c'est ça que tu disais? Il y a Elodie aussi qui a dit son nom? Ouais. Elodie, ok. Il manquerait 2 personnes, s'il vous plaît. Maëlle. Vous allez apprendre de super recettes.
L'événement est conçu selon les principes du design. Ce sont les participants qui proposent des conférences et des ateliers autour de la culture étagée, du jardin-forêt ou de l'éco-construction. C'est le moment pour la communauté des permaculteurs d'échanger des graines, des astuces et des découvertes. Ces retours d'expérience viendront nourrir la réflexion des participants à la recherche de solutions efficaces pour leur installation. Deuxième question, en quoi selon vous la permaculture peut-elle aider à une installation en agriculture ou bien même à l'amélioration d'une exploitation agricole existante? Une table ronde sur la permaculture et l'installation paysanne permet aux visiteurs de débattre sur les moyens d'agir concrètement sur leur exploitation et d'amorcer un changement vers une agriculture soutenable et résiliente. C'est pas de la vision à court terme, la vision à long terme. Elle traduit la volonté des acteurs majeurs de la permaculture de s'ouvrir aux autres mouvements existants, comme l'agroécologie. Nous, on a rejoint l'association Brin de Paille à peu près à la 2e ou 3e année de sa création. Et c'est vrai qu'on était vraiment une petite équipe. Mais le mouvement commençait déjà à exploser en fait. Et ce qui est marrant, c'est quand on parle aux anciens, entre guillemets, on se rend compte que dans les années 90, il y a aussi eu une explosion du mouvement de la permaculture. Et pour que ça soit durable et que ça ne fasse pas à nouveau une descente, il faut vraiment qu'on bâtisse une alternative crédible. Et donc en ce moment, c'est aussi ce qu'on fait, et c'est pour ça aussi qu'on vient en rencontre, c'est qu'on est en train de bâtir les réseaux d'accompagnement au design pour les collectivités territoriales, pouvoir proposer des choses à l'enseignement officiel, les filières agricoles, les filières même de commerce, etc. Il y a un enjeu majeur sur le fait de créer des lieux, parce que le discours permaculturel, il est magnifique, il est juste, il sonne fort. Mais on manque encore, même s'il y en a quelques-unes et qui sont belles et grandissantes, mais on manque d'illustrations concrètes. Il nous en faut des plus amples, plus réparties dans le territoire. Et ici, il y a la moitié des gens qui sont là, qui sont tous en train de travailler à ça très concrètement. Donc ça donne énormément d'espoir. Pour nous, le grand enjeu sur lequel on travaille, et notamment sur le plan de l'agriculture, c'est comment on arrive à nourrir la population en faisant de l'agriculture inspirée de la permaculture. Si on veut bâtir une agriculture qui va être résiliente et un peu déconnectée des énergies fossiles, ça va être quand même beaucoup de travail humain, ou beaucoup de travail manuel ou avec les animaux. Et là, clairement, il va falloir que la permaculture elle travaille avec les réseaux qui existent sur une alimentation aussi basée sur des plantes un peu plus pérennes. Enfin, c'est un peu le défi parce que si on dit qu'on vit bien mais qu'on ne nourrit pas les gens, on ne sera pas une alternative crédible non plus. Le mouvement est en marche. La permaculture est devenue une façon de faire bouger le monde, de construire une alternative à cette société qui évolue hors sol, déconnectée des écosystèmes. C'est notamment à travers son dispositif de formation qu'elle a développé sa propre économie, en dehors des institutions officielles. En participant à cette nouvelle forme d'éducation, certains ont trouvé une réponse à leurs questions et prouvent qu'il est à la portée de tout le monde de devenir acteur du changement. Pour autant, la permaculture ne se réduit pas à la formation. Des micro-fermes fleurissent un peu partout en France et ces agriculteurs de demain s'inscrivent dans l'économie réelle. Mais la question reste entière. Comment la permaculture peut-elle trouver sa place dans le paysage agricole français? À la ferme du Bec-et-Loing, on a réfléchi à cette question. Perrine et Charles-Hervé Gruyé sont à l'initiative d'une étude menée conjointement avec l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, pour prouver la viabilité économique de la permaculture. Leur ferme comprend jardin, forêt et verger sur plus de 16 hectares, dont 1000 m² en maraîchage intensif. L'étude a porté précisément sur cet espace pour conclure que l'activité maraîchère, sur une surface cultivée réduite, très dense et diversifiée, travaillée exclusivement à la main, permettait de dégager un salaire de 850 à 1500 € mensuels. Ce qu'on a vu, c'est que l'hypothèse qui était celle de Charles et Perrine Hervé Gruyé, ça fonctionnait. C'est que 1000 m² très soignés, ça permettait effectivement de retirer un bénéfice suffisant pour arriver à en vivre. C'est pas des métiers où on gagne très bien sa vie, mais c'est des métiers où les gens, finalement, quand on discute avec eux, on se rend compte que ce qu'ils poursuivent, ce n'est pas que un projet économique, c'est un projet de vie dans lequel le fait d'être à la terre est important, mais dans lequel aussi, ce qui est important, c'est la façon dont on appartient à une communauté ou à un territoire.
et que finalement, on va retirer des bénéfices au-delà du revenu, qui ne sont pas des bénéfices monétaires, mais qui sont des bénéfices en termes d'ancrage social, de qualité de vie. C'est quoi la permaculture? C'est créer du capital naturel, du capital écologique, et le créer progressivement. Or, l'économie classique ne sait pas, ou ne veut pas, j'aurais tendance à dire plutôt qu'elle ne veut pas, penser ce capital écologique. Quand elle pense capital, elle pense pognon, elle pense monétarisation. Or, monétariser un effet climatique, je ne sais pas faire. De travailler sur une ferme comme le Bec ou d'autres nous oblige à nous interroger là-dessus. Ça nous oblige à nous interroger non seulement sur une autre façon de penser l'écologie de l'agriculture, mais sur une autre façon de penser l'économie de l'agriculture, en intégrant dans cette économie cette dimension de capital naturel. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où s'opposent deux visions radicalement différentes et concurrentes et qui, à terme, s'excluent l'une l'autre, qui est de dire, d'un côté, nous continuons à être dans cette logique de la domination et du contrôle de l'homme qui serait en dehors de la nature, contrôlant la nature, et d'une logique de réincorporation de l'humain dans la nature. C'est une guerre intellectuelle, mais c'est aussi une guerre matérielle. C'est-à-dire, quand on exproprie des terrains pour faire un aéroport, on est dans cette logique-là de deux conceptions qui s'affrontent. C'est le débat philosophique, scientifique, pragmatique, éthique du siècle. Si tout le monde se mettait à la permaculture, je n'ai pas de doute que ça pouvait être une solution pour la planète. Le défi, c'est surtout comment on peut imaginer que la culture peut basculer vers l'intelligence et du bon sens, parce que quelque part, c'est que ça. La permaculture, c'est du bon sens organisé. Après, on peut imaginer que cette solution, l'humanité ne la prenne pas face à notre choix. En Australie, il y a des endroits où la permaculture est enseignée à l'université, par exemple. Donc bon, moi je pense qu'il n'y a pas de problème pour que la permaculture se diffuse si elle n'est pas empêchée. Aujourd'hui, le pouvoir est concentré en très peu de mains. Le seul pari qu'on puisse faire, c'est que la fonction d'être abominable disparaisse dans le système. Pas lutter contre, parce qu'ils sont plus forts que nous. On ne pourra pas le faire par la force. Le jour où celui qui a la puissance et moins de coercition n'a plus de fonction, il est nourri gratuitement et tout va bien, il n'a plus besoin d'opprimer la masse des personnes pour produire et pour ci, pour ça. Donc moi, la révolte et la voie politique, je n'y crois absolument pas. Par contre, là, dans le jardin forêt, là, on va résoudre les problèmes. En fait, Mollison, s'il regarde un problème, il va toujours dire que ce n'est pas un problème, c'est une opportunité. La solution est quelque part là, on ne l'a pas encore trouvé, mais il n'est pas loin. Donc, quand on dit nous avons un problème, ça veut dire qu'on est en train de chercher une solution, en fait. On est en train de créer une opportunité. C'est à la portée de n'importe qui, on peut tous le faire. Donc, c'est facile. C'est peut-être ça, c'est facile, c'est juste un choix.